Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre de l'année 2014 du cycle de conférences Secrets de fabrique, qui, comme vous le savez maintenant, s'intéresse à la variété de divers processus de conception. Plusieurs personnes se sont déjà succédées à cette tribune au premier semestre de cette année universitaire, des photographes, des architectes, des vidéastes, des chorégraphes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une philosophe, Chris Younes, qui ne va pas directement, tout au moins, parler de sa fabrique philosophique, mais déplacer son regard vers d'autres fabriques, la fabrique architecturale, la fabrique littéraire, pour interroger, comme indique l'intitulé de son intervention, les paradoxes de la création. Donc, pour présenter Chris Younes, je passe la parole à Alexiane Rusty. Merci, tu en as déjà beaucoup dit, je t'en remercie. Alors, ce cycle a débuté autour du travail d'un artiste, puis architectes, urbanistes, ingénieurs se sont succédés pour déplier ce qui, autour de leur création, leur semblait fondamental, et plus exactement, quels étaient les leviers, les ressorts qui leur permettaient de faire œuvre et de mettre en œuvre, ceux étayés par un certain nombre de visuels représentatifs de leurs recherches, de leurs travaux et de leurs réalisations. Alors, ce soir, donc, nous avons le plaisir de recevoir Chris Younes, philosophe, et pour accompagner ses propos, ni images, ni visuels, quel qu'il soit, pas de PowerPoint, un arrêt sans image, si je puis dire, et un arrêt bienvenu, car dans ce domaine, celui de l'architecture, pour autant que la représentation, la matérialisation de la chose à concevoir soit fondamentale, et s'il y a bien ce que l'on nommera Arte, il y a également son pendant, Techné, et Techné doit être ici entendue et comprise, non pas en tant que technique ou technicité, mais bien en tant que savoir. Alors avec vous, Chris, nous allons pénétrer le champ de la philosophie pour nous intéresser à ce savoir, à ce sens, in fine à cette vérité que révèle l'œuvre, et plus exactement à la complexité des chemins de la pensée qui y mènent, et précisément à ceux que vous nommez les paradoxes de la création. Alors je vais essayer de vous présenter peut-être un peu plus précisément. Donc vous êtes philosophe, plus exactement docteur et HDR en philosophie. Vous êtes également psychosociologue. Vous êtes professeur, à ce titre, vous enseignez dans 2 écoles parisiennes, 2 écoles d'architecture, l'école spéciale et l'école de Paris-La Villette. Vous êtes également responsable du laboratoire GERPO, philosophie, architecture, urbain. Vous faites partie de l'UMR, la vue, et également du réseau international philo, hein, c'est ça. Vous êtes également membre du comité scientifique Europan. Alors on l'aura compris, l'architecture, l'urbain, l'espace, la ville, l'urbanité, l'environnement sont des domaines qui vous questionnent et que vous questionnez autour de nombreux écrits, de nombreuses conférences, et je vais vous passer la parole pour vous suivre autour de ces paradoxes de la création. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, aussi merci pour cette invitation. C'est vrai que cette question des secrets de fabrique, je trouve que c'est une très très belle question qui nous est posée, qui est posée finalement à tous ceux qui s'intéressent au fait de ce qui est en jeu dans le faire, et le faire en architecture, il est au cœur finalement des questions que je me pose en tant qu'enseignante dans une école d'architecture, en tant que chercheur, en tant qu'accompagnant des chercheurs aussi dans leurs travaux de thèse ou d'habilitation d'une certaine manière. Alors vis-à-vis de ce vaste sujet, secret de fabrique, je me suis dit que on pourrait interroger la notion de la création architecturale, pas simplement la création en général, mais la création architecturale. Et d'une certaine manière, se demander,
est-ce qu'il y a des fondamentaux dans l'architecture? C'est sûr que j'emprunte cette idée des fondamentaux au thème de la Biennale de Venise cette année, dont on sait que c'est la question autour des fondements, des fondamentaux. Qu'est-ce qui est fondamental en architecture? Bon, c'est Colas qui a lancé cette question. Je pense que c'est important au moment où on a un peu l'impression que on est en perte de repères, perte de théorie peut-être en architecture, que d'être amené à se demander mais est-ce qu'il y a des fondaments? Qu'est-ce qui est fondamental en architecture? Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, j'aurais envie de répondre à la notion de création. Alors c'est un thème très qui est finalement aussi ancien que l'architecture elle-même, je pense, cette notion de création, et elle n'en demeure pas moins très difficile et très polémique, parce que déjà le problème de la création mobilise toute autorité divine et a nécessité l'hypothèse d'un être omniscient, omnipotent. Et un peu comme si la création s'est réservée à la création divine. Et souvent, quand on veut, d'une certaine manière, faire une critique d'architecte, on va dire c'est un démiurge, c'est-à-dire il se prend pour Dieu. Il fait comme s'il était Dieu. Donc c'est une vraie remise en question d'une certaine approche qui partirait de l'idée qu'on peut partir de rien, hein, que la création surgirait de rien. Alors, comme le dit Hume, je ne vais pas faire beaucoup de références à la philosophie, il y en a 2 ou 3 qui m'intéressent dans finalement de cet argumentaire, c'est que le concept de création s'inscrit dans un développement de la conception de la raison humaine tel qu'il pouvait l'amener à concevoir une idée aussi abstraite que l'idée de création. C'est très très abstrait. Et on peut se demander si les Grecs, par exemple, qui vivaient sous le régime du polythéisme, d'une certaine manière, de plusieurs figures de Dieu, pouvaient envisager cette idée de création, ou bien si c'est pas beaucoup plus, comme on a tendance à le dire, et comme finalement on le travaille toujours en se référant à l'histoire antique grecque, c'est que c'est le passage du chaos au cosmos, hein, le passage du chaos au cosmos. Cette idée de passage du chaos, de quelque chose qui a un sans fond, qui est une béance, qui n'a pas d'ordre, et finalement au cosmos, qui est d'une certaine manière un ordre, un ordonnancement, et une façon d'aborder la naissance des choses par rapport à un ordonnancement de la matière, un ordonnancement de l'univers. Mais c'est aussi, comme le disent aussi bien Aristote qu'Épicure, rien ne provient de rien. Et c'est cette formule qu'on trouve dès le début du beau poème de Lucrèce, De Natura Rerum. Rien ne provient de rien. Alors on sait qu'aujourd'hui la science analyse évidemment comment tout est enchaîné d'une certaine manière, mais cette interrogation à partir de quoi l'architecte travaille me paraît tout à fait importante lorsqu'on pose la question de la création. C'est pour ça qu'en introduction, je voulais insister là-dessus. Et je voulais faire un petit détour très court, puisque là, je voudrais, pendant cette heure et demie qui est consacrée à la réflexion, interroger finalement la façon dont le Clésio se situe par rapport et comment il parle de son secret de fabrique d'une certaine manière. Il n'emploie pas le terme secret de fabrique, mais il explique son entreprise poétique et il écrit ça. Il écrit « Écrire pour lier ensemble, pour rassembler les morceaux de beauté et ensuite recomposer, reconstruire cette beauté. » Le Clésio met tout à fait l'accent sur le fait qu'il va lier ensemble des éléments, des morceaux qu'il va trouver autour de lui, hein, qu'il va trouver précisément dans l'univers. La beauté dont il parle n'est pas une beauté platonicienne en soi, ce n'est pas un concept non plus qu'ancien. Dans les écoles d'architecture, on se réfère toujours à Kant lorsqu'on veut parler de la question du beau, de l'esthétique. Elle est pour le Clésio la force qui gouverne l'univers et lui donne son sens et son ordre. Elle est, dit le Clésio, je cite le Clésio, libre, exposée de toutes parts.
Alors je trouve qu'il y a une inspiration très forte chez Le Clésio lorsqu'il parle précisément de cette finalement de cette force qui est libre et exposée de toutes parts et qui d'une certaine manière est peut-être aussi ce qui entoure le milieu dans lequel l'architecte travaille. Alors en lui donnant une forme littéraire, en faisant place aux anonymes, aux exclus, à la beauté sauvage, Le Clésio ouvre un monde, il ouvre un monde et il réenchante un monde. Toute l'œuvre de Le Clésio, il y a eu donc à Cerisy une rencontre sur habiter, l'homme habitant poète, l'habiter poétique. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup approfondi le travail de Le Clésio, parce que c'est une figure de la contemporanéité qui réenchante le monde, mais en quittant en fait le milieu fabriqué par les hommes et en allant voir du côté finalement d'une certaine nature qui n'a pas été domestiquée, ou vers des formes de société qui d'une certaine manière sont beaucoup plus liées par un attachement et par aussi un nombre beaucoup moindre. Donc cette question-là, Le Clésio finalement, il témoigne de son art de faire en décomposant et recomposant finalement des morceaux de beauté, puisque pour lui la beauté c'est la lumière, c'est cette force là dont il parle magnifiquement bien dans ses romans et dans ses essais. Alors l'architecte, lui, est confronté d'une autre manière à la force qui gouverne le monde. Cette force qui gouverne le monde, finalement, il est aussi confronté d'une autre manière que l'écrivain à la matière. Cette matière qui, depuis le Timée de Platon, est réputée être rebelle à l'intelligence. On sait que dans Esthétique, Hegel va mettre au dernier rang, enfin au premier rang, c'est-à-dire le moins haut, dans finalement le développement de l'art et de l'esprit absolu, d'une certaine manière, l'architecture, parce qu'elle travaille avec la matière et parce qu'elle va toujours être quelque part engluée dans la matière, même si l'esprit anime la matière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un déplacement très fort de regard en se demandant que c'est ce face à face avec la matière terrestre, que c'est cette confrontation avec la matière terrestre, que l'architecte, finalement, est au pied du mur, parce qu'il est confronté profondément aux transformations et métamorphoses qui sont les moteurs de la création. On peut dire que les métamorphoses sont les moteurs de la création. Et en architecture, le thème de la transformation est un thème très récurrent qui a été utilisé par exemple par Yves Lion lorsqu'on lui avait confié des journées sur l'architecture. Il avait pris le mot de transformation. Et c'est vrai que cette notion de transformation est très importante puisqu'elle garde la notion de forme en formation, de forme toujours en devenir, et de trans parce que les choses vont être traversées, les formes vont être traversées. Et donc la question de la forme en architecture, c'est pas le formalisme, mais la forme en formation, de même qu'il y a la forme d'un humain, est une question qui revient en force, je pense, dans l'interrogation des fondements de l'architecture aujourd'hui. Alors, après cette longue introduction, je vais peut-être un peu annoncer un peu ma démonstration, ou les quelques points que je vais aborder, qui sont finalement, d'une part, l'idée du faire architectural. Cette idée du faire architectural, c'est un premier point que je vais interroger, en m'appuyant sur Riboulet. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Ensuite, d'une certaine manière, ces trois concepts philosophiques qui sont et architecturaux, parce qu'ils sont absolument en commun aux architectes et aux philosophes, c'est la question du rapport de la limite et de l'illimité, la question du rythme et la question de l'ouvert. Je pense que ces trois concepts sont quelque part des secrets de la fabrique de l'architecte. En tout cas, c'est une des hypothèses que je vous propose et que je mets à la discussion. Alors, le faire architectural, le construire d'une certaine manière, la fabrication,
Selon Valérie, l'acte architectural, celui qui va construire, c'est le plus complet, parce que, dit-il, en tant qu'acte poétique de construire, il est à même d'unir l'utilité, la beauté et la durée. Donc Valérie, dans Eupalinos, c'est un très très beau texte de méditation sur la création, et en particulier la création poétique et la création architecturale. C'est un éloge de l'acte architectural, du faire architectural, comme capacité, comme défi aussi, d'unir l'utilité, la beauté et la durée. Et d'une certaine manière, évidemment, on voit bien qu'on retrouve les grands principes vitruviens ou d'Alberti, dits d'une autre manière, mais qui sont quelque part en filigrane repris par Valérie. Ainsi, comme le souligne Valérie, plus qu'un ouvrage technique, comme ça a été rappelé, comme on le sait bien sûr, la production architecturale est située comme création artistique. Mais c'est aussi une prise de position que moi je souhaite prendre, de considérer qu'il y a création artistique dans l'architecture. Parce qu'il y a tout un débat, comme vous le savez, l'architecture n'est pas de l'art, l'architecture n'est pas un art, l'architecture... Ce rapport art et architecture, évidemment, fait débat, mais il me semble qu'il y a un art architectural, et c'est en ce sens qu'il y a création artistique en architecture. Et c'est Valérie, dans Œuvre, dans la Pléiade, où il va dire « les édifices aussi chantent ». Cette notion du chant, pour définir finalement la production architecturale, est intéressante. On va pas dire qu'ils parlent, les édifices, ils chantent. C'est aussi ce à quoi va se référer Deleuze, lorsqu'il va se référer à la création comme résistance aussi, et puis finalement comme capacité de chant. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé dans l'ouvrage, dans le très joli ouvrage sur Secret de fabrique quelque part de Riboulet, qui s'appelle La naissance d'un hôpital. Parce que cet ouvrage est une vraie... pour moi, Riboulet, c'est un architecte rationaliste qui essaie d'expliquer, de s'expliquer sur l'acte architectural, et où il passe, où il écrit, et on sait qu'il y a eu un film qui a été fait, moi j'ai eu l'occasion de parler avec Pierre Riboulet de ce livre, c'était quelque chose de très important pour lui, comme témoignage d'une façon de fabriquer un hôpital. Donc, La naissance d'un hôpital. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement bien écrit aussi, et qui est un témoignage extrêmement précieux d'un architecte qui essaie modestement de rendre compte de ce qui est en jeu dans sa production architecturale. Et je pense que, d'une certaine manière, Riboulet est en écho, alors qu'il ne s'y réfère jamais, au fait qu'il essaie de se libérer de significations figées pour essayer de rendre compte d'un processus ouvert, de quelque chose qui est indéfini, mais qui, évidemment, est plein de sens, même si la signification n'est pas arrêtée. Et donc, les transformations qui sont en jeu, elles désignent ce dont l'architecte est en charge. Et dans Naissance d'un hôpital, comme d'ailleurs dans une conférence où on l'avait invité à Clermont-Ferrand, dans ses rencontres architecture et philosophie, ville, où on lui avait donné la parole, et où il avait fait une magnifique conférence sur la question de l'éthique en architecture, et où il avait témoigné aussi de ce qu'il considérait être en charge. De quoi est-ce que l'architecte est en charge? Donc c'était, je pense, une question importante qui m'avait beaucoup touchée personnellement, le fait de voir ce grand architecte reconnu, ayant produit beaucoup de choses, se posant la question, finalement en ayant déjà beaucoup avancé dans sa vie comme dans son œuvre, en train de se dire, mais de quoi est-ce que je suis en charge? Qu'est-ce qui est en jeu dans l'architecture? Donc c'était beaucoup de questionnements, de telle sorte qu'on peut dire que l'indéfinition de l'architecture, nous avons écrit un petit ouvrage avec Benoît Goetz et Philippe Madec qu'on appelait l'indéfinition de l'architecture, et je pense que c'est un ouvrage qui nous a bien intéressés, parce qu'on s'est donné un peu comme un jeu le fait d'essayer de répertorier un maximum de définitions de l'architecture, depuis
toutes celles qu'on connaissait déjà, puis toutes les autres qu'on ne connaissait pas, on a cherché, évidemment, il serait intéressant de les poursuivre, de poursuivre ce travail. Et donc, on a rassemblé donc un grand nombre de citations qui mettent bien en évidence qu'il y a une indéfinition de l'architecture. Que le propre de la définition de l'architecture, c'était notre thèse, c'était d'être indéfini. Mais lorsqu'on dit indéfini, ça ne veut pas dire qu'on laisse les choses dans le flou. Mais cela veut dire que ce qui est en jeu, c'est de réinterroger en permanence les fondements ontologiques, c'est-à-dire l'essence même de l'architecture, ce qu'il en est de l'être de l'architecture, et ses fondements épistémologiques, c'est-à-dire ce qu'il en est des fondements de la science de l'architecture, et finalement de constater qu'au travers de toutes ces productions, de ces définitions qui traversent le temps, qui traversent les cultures, eh bien finalement c'est la question de l'énigme, finalement du rapport entre le faire et le penser, entre le faire et l'habiter, qui est le plus souvent convoqué. Comme d'ailleurs l'évoque le rapport entre le faire et le penser, évidemment largement évoqué par Valérie dans Eupalinos, mais aussi par Riboulet dans La naissance d'un hôpital. Alors, justement, à propos de l'hôpital, de la fabrique de l'hôpital Robert Debré, Pierre Riboulet nous livre quelques-uns de ses secrets. Et il témoigne que retrouver l'art de l'architecte, c'est retrouver aussi la parole et la raison. Mais que le langage de cet art, finalement, va prendre la forme de plans dessinés, mais aussi de mots, de paroles échangées avec les usagers. C'est, je pense, assez intéressant de constater que Pierre Riboulet est toujours en train de se demander quel sera l'usage social qui sera fait de mon hôpital, de l'hôpital que j'ai fabriqué. Donc l'art de l'architecte tel que le présente Riboulet, et je pense que c'est le cas de tous les grands architectes, il se veut maïeutique. Maïeutique au sens, finalement, de révéler une situation, de révéler une situation singulière, in situ des humains et de leurs gestes. Donc cette révélation, elle pose des questions, et Riboulet pose des questions. Comment se disposent les bâtiments? Comment seront-ils fréquentés? Comment les usagers vont-ils s'y déplacer, y travailler, s'y aimer, s'y détester, s'y sentir bien ou mal? Et il écrit, il faut faire naître cet endroit de naissance qu'est la maternité. Alors il joue un peu sur le jeu de mots, la maïeutique, la naissance, la maternité, mais oui, il l'appelle naissance d'un hôpital. Et c'est cette maïeutique-là dont il nous parle qui est intéressante. Et il va dire, exactement comme Valérie, à la page 50 de la 2e édition, l'édition de l'imprimeur, dans lequel il a ajouté une postface, il va dire « Est-ce que ça chante ? Est-ce que ça chante ?» Et il va un peu plus loin, et le terroir secret, finalement, eh bien, ça va être de dire que son édifice, son hôpital, il est polyphonique. Et donc, ça chante à plusieurs voix. Et que c'est cette question-là qui l'intéresse. Alors, une fois l'œuvre achevée, il va tirer le bilan et il écrit « L'essentiel de ce que je voulais dire dans et par ce projet est maintenant atteint. » Donc, on a aussi un architecte qui dit « Ben voilà, je suis allé au bout de ce que je voulais dire et faire. » C'est assez rare aussi. Hein, c'est assez rare qu'un architecte dise « Je suis arrivé au bout de ce que je voulais dire et faire. » Et il va expliquer au fil des pages comment une architecture est, comme il dit, un face-à-face avec la terre, ou bien une inscription dans un site, ou bien encore, comme il le dit, page 127, une inscription comme une écriture, un texte. En fait, elle s'organise comme une rencontre, depuis la réception du programme jusqu'à la livraison du bâti. Et Pierre Riboulet ne cesse de se demander, est-ce qu'il a bien compris la commande, le langage des autres? Mais est-ce que également son langage à lui le sera compris par les autres? Vraiment cette architecture comme un art particulier qui va prendre forme
et qui va s'adresser aux autres, et qui va, est-ce que les autres vont pouvoir entrer en relation et rencontrer cette architecture. Alors je cite Riboulet, page 119, « Toujours ce problème de langage, car il est toujours difficile d'expliquer par écrit un projet d'architecture. » Alors, je pense que cette question-là, de la résistance de l'architecture au langage, de la résistance de l'architecture aux mots, est la chance de l'architecture. C'est une chance de l'architecture. Parce qu'on ne peut pas la ramener à des mots. On ne peut pas la réduire à des mots. Elle va tout le temps s'échapper des mots, même si elle appelle les mots. Même si elle appelle les mots. Parce que c'est vrai qu'on a envie de parler d'un lieu. Hannah Arendt a très bien expliqué à quel point l'œuvre nous donne la possibilité de nous rencontrer et d'échanger. Mais c'est très difficile de la faire passer, de la traduire dans un autre langage. La question de la traduction est difficile d'une langue à une autre et forcément d'un art à un autre. En fait, pour rencontrer l'architecture, il faut l'écouter, la parcourir, l'admirer, etc. On pourrait dire l'apprendre par toute sa sensualité, c'est-à-dire par tous les sens et par l'esprit qui sont à notre disposition. Elle nous dit, Riboulet, sa force interne. Et d'une certaine manière, en fait, il décrit le logos architectural. Le logos au sens d'une raison et d'un ordre de rapport. C'est un logos, c'est une force interne. Mais il en parle en même temps comme une force, donc quelque chose qui est en mouvement et qui a aussi une puissance d'impact pour celui qui va traverser un édifice, s'y arrêter ou échanger dans ce lieu. Et je termine avec Riboulet, une citation de Riboulet, où il dit, et c'est très étonnant parce que quand on le lit comme ça à la loupe, on va voir que, enfin moi j'étais surpris de trouver les mots qu'il employait pour parler de l'architecture. Alors il dit, ceux qui passeront devant ou qui seront dedans vibrent d'une manière ou d'une autre. Il parle de vibre, mettant en évidence qu'il y a une résonance, que le langage de l'architecture fait résonner les corps et fait résonner les esprits. Et que c'est cette résonance qui est en jeu, c'est cette résonance qui est absolument importante. Et je termine avec lui, qu'ils se sentent différents, transformés, il le souligne d'ailleurs, par la composition de l'espace, par l'architecture elle-même. Donc cette façon simple de témoigner de la lutte permanente entre le chaos et l'ouverture finalement d'un ordre dans le monde, aide à se confronter aux fondamentaux de l'architecture. Cette idée de vibrer, de résonner, d'être justement en écho, de chanter, qui font évidemment appel à quelque chose qui relève d'un rythme charnel, corporel et mental. Donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner en m'appuyant sur Riboulet. Le deuxième, je voudrais arriver maintenant au concept que je vous propose et j'espère que vous voudrez bien me suivre dans ce chemin avec ces trois concepts. La question à l'épreuve de l'illimité. Je pense qu'un des fondamentaux, ce qui est fondamental dans l'architecture, c'est précisément les tracés. C'est les tracés, évidemment, l'inscription sur la terre, les tracés, et donc les limites et les mesures qui sont en jeu, les limites et les passages qui sont en jeu. Donc la question de la limite comme passage, la limite, puisque limite et passage ont beaucoup de points communs. Limen, c'est le chemin qui sépare deux champs en latin. C'est le chemin qui sépare deux champs. Et d'ailleurs, le vocabulaire latin, finalement, va puiser ses sources dans ce vocabulaire agricole. C'est ce qui va séparer deux champs, le chemin. Donc un chemin, vous voyez, c'est quand même une limite qui a une certaine épaisseur. Aujourd'hui, en architecture, on s'intéresse beaucoup à l'épaisseur de la limite, comme la possibilité de travailler la rencontre des milieux. Vous voyez, quand on parle d'épaisseur de la limite, ça veut dire qu'il y a un milieu qui rencontre un autre milieu par la limite. Et que par la limite, des rencontres sont possibles.
Et cette question des limites est fondamentale. L'architecture établit des limites et des passages pour habiter. Étant donné que l'illimité, le sans fond, l'apeiron, est inhabitable. L'apeiron en grec, c'est le sans fond, c'est l'apeiron. Parce qu'en grec, peiras, c'est la limite, et a, c'est le privatif. Donc, cet apeiron, finalement, il est inaccessible. C'est le sans fond, inaccessible. C'est la béance dont parle Maldiné. Je cite très souvent ce philosophe qui est mort juste à la fin de l'année dernière, Henri Maldiné, à plus de 100 ans, et qui a fait une œuvre considérable sur l'esthétique, sur l'homme, l'humain, sur l'existence, dans son rapport à l'art et son rapport à la folie, comme des situations critiques en fait. Pour Maldiné, l'art comme la folie sont des situations critiques de l'humain qui aident à penser l'humain dans ce qu'il est profondément. Toute son œuvre est consacrée à cette exploration. Donc, ce mot d'apeiron, donc ce sans limite, désigne ce qui est dépourvu de façon définitive et de façon irréductible de délimitation physique, ou logique d'ailleurs. Il est sans fin et indéterminé. Alors Maldiné rappelle que la racine per, PER, que vous trouvez dans apercevoir, mais que vous trouvez aussi dans apeiron, elle est au sens spatial et temporel de à travers et pendant. C'est-à-dire que cette racine, elle nous amène à traverser l'espace et le temps. C'est à travers, c'est spatial, et c'est pendant, c'est aussi traverser le temps. Et cette dimension-là, explique Maldiné, qui est présente dans le mot grec, finalement se retrouve dans plusieurs langues indo-européennes. Et c'est ces passages entre l'illimité ou sans fond, l'apeiron, et la création, qui sont, nous dit Maldiné, je cite Maldiné, une des énigmes existentielles persistantes, qu'elles ne sont ni explicables, que ne sont explicables ni la détermination, ni comment les choses peuvent apparaître. Donc en fait, ce dont Maldiné témoigne dans toute sa philosophie, c'est précisément le fait, les architectes comme tout humain, se trouvent confrontés à un illimité, à un sans fond, qu'il va falloir finalement limiter, sur lequel il va falloir tracer des limites, tracer des lignes. Car, dit Maldiné, je cite Maldiné, ouvrons les guillemets, il est ainsi requis de considérer comment un homme se porte à son existence par le relais de l'art. C'est-à-dire que pour Maldiné, moi je me suis vraiment mis dans ces pas-là, parce que je pense que ça nous aide à penser les secrets de fabrique en architecture, et je pense d'ailleurs aussi en philosophie, c'est se porter à son existence, tracer des traits, tracer des limites, délimiter des passages, c'est se porter à son existence. Tout l'enjeu de l'art, nous dit Maldiné, c'est de se porter à son existence. Et donc de se donner à exister. Alors je voudrais vous lire une phrase de Maldiné, assez difficile, mais je pense qu'elle a une puissance que moi je n'ai jamais trouvée ailleurs. Et donc je voudrais vous en faire bénéficier. Mais vous irez vous-même, vous y référez par la suite à lire à petite dose, il faut la déguster, je pense, comme un très bon vin. Alors, on la trouve dans plusieurs de ses livres. On peut la retrouver, on la trouve dans Ouvrir le rien, l'art nu, mais aussi dans un entretien qui a été retranscrit, qui s'appelle, dans un ouvrage qu'on a publié dans le réseau Philo, La Renaissance des 4 éléments. Je pense que c'est un ouvrage assez important. La Renaissance des 4 éléments, parce qu'il a quelque part anticipé très fortement cette idée que l'eau, l'air, la terre, le feu sont la matière de l'architecture, bien sûr, et surtout dans le contexte d'une crise écologique, une crise urbaine absolument sans précédent. Alors voilà la citation de Maldiné, je vais aller tout doucement. Voilà. Le fond, donc le fond, ouais, l'apeiron, le fond
est une question qui a toujours préoccupé les philosophes. Pour le plus ancien de tous, Anaximandre, l'apeiron, d'où procèdent tous les étangs, c'est l'illimité, qui par là même est intraversable et indéterminé. C'est de lui que naissent les étangs, et c'est là où ils naissent que leur arrive la mort. Il semble que cet indéterminé doive expliquer l'apparition, disparition des étangs, mais il ne peut pas expliquer la possibilité même de cette détermination qui est chacun d'eux, ni surtout expliquer comment ils peuvent apparaître, et lui apparaître en eux. Donc, vous voyez, ce qu'il explique, c'est que l'illimité, l'apeiron, n'explique pas comment quelque chose, finalement, qui n'est plus illimité apparaît. Comment quelque chose peut être un étang. Et je continue avec la citation de Maldiné. On ne peut pas faire signe vers un étang déterminé qui est un ceci à partir de l'indéterminé. Ce par où il se distingue et se tient comme stabilité autonome n'est autre que son visage, qui n'est pas un reflet de l'indéterminé, car celui-ci est sans visage. Donc voilà, donc pour l'indéterminé, le sans fond et sans visage. Dès qu'il y a visage, il y a détermination. Et on est sorti de l'illimité, on est sorti de l'apeiron, on est sorti de la béance du chaos. Et je termine avec la phrase de Maldiné. Celle-ci est la plus claire pour l'architecture, pour les profs d'archi, pour les étudiants d'archi, pour les amoureux d'architecture. On n'explique pas l'existence d'une colonne par la compacité du marbre dans la carrière. La carrière ne contient en puissance ni colonne, ni statue. C'est parce qu'elle n'est jamais possible avant d'être qu'une œuvre d'art existe. C'est en quoi seul existe un homme qui n'est pas possible avant d'être, mais qui se porte à son existence. Donc on voit bien avec l'image de la colonne ou de la statue, c'est que on part de la carrière de marbre, même si l'artiste va s'inspirer certainement de cette matière, de ses nervures, de ses couleurs. Il n'empêche, comme il le dit, elle ne contient en puissance ni colonne ni statue. C'est-à-dire que c'est la création va faire advenir quelque chose qui n'était pas là. Et donc, il y a quelque chose de déterminé qui vient de l'indéterminé et qui vient de l'illimité. Et c'est cette première question que moi j'appelle à l'épreuve ontologique de l'illimité, à l'épreuve de l'illimité, pour repenser avec les architectes cette question de la limite, donc sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Benoît Goetz en particulier, je pense, a relu et a fait redécouvrir des textes de Walter Benjamin, justement, sur la question des limites, et en particulier à Naples, et comment toute limite est toujours quelque part, la poros, la limite, est aussi un passage, elle a une porosité, et vous savez à quel point, aujourd'hui, dans l'architecture contemporaine, on re-questionne la limite comme poros, comme porosité. La possibilité de travailler des limites entre les milieux et le passage entre les milieux. Qu'est-ce qui se passe justement à la limite et comment on peut la traverser. Alors, deuxième concept qui, d'une certaine manière, a été, je peux dire, le travail que je mène depuis plus de 30 ans, quelque part. Donc je pense que c'est celui dont je vais avoir plus de mal à parler. C'est la question du rythme en architecture. J'appelle ça à l'épreuve du rythme architectural. Il y avait à l'épreuve de l'illimité, là c'est à l'épreuve du rythme. En fait, à partir du moment où l'architecture engage l'existence en termes de mesures, de limites, d'espacement, d'accords ou de désaccords, de vibrations, ce que ça chante, finalement, ce qui nous est dit, ce qui nous est finalement donné à ressentir en architecture, c'est que en fait, c'est un événement. L'architecture, c'est quelque chose qu'on va conceptualiser, bien sûr, qu'on va théoriser, mais qui est profondément éprouvé et ressenti. En son être profond, elle va être ressentie en notre âme et notre corps, comme tout art, comme la poésie, comme la musique, comme la danse, comme
finalement toute forme de création. Alors, ce travail-là sur le rythme, moi j'ai fait quelques publications, je suis en train actuellement de préparer un livre en solo, ce qui est jusqu'à présent plutôt travailler à faire des livres en collectif, avec le souci d'une certaine manière de multiplier les rencontres entre architecture, philosophie et ville. Et là, actuellement, le livre sur lequel je travaille sur la question des métamorphoses est profondément centré sur ces questions de limites, de rythme. J'espère pouvoir rassembler un peu différents articles qui ont été publiés un jour ou l'autre. Alors, j'ai beaucoup mené ces travaux avec un architecte qui m'a complètement initié à l'architecture, qui s'appelle Michel Mangematin, qui lui aussi est décédé, qui était enseignant à l'école de Clermont-Ferrand et qui avait, on peut dire, un amour inconditionnel pour l'architecture et une culture aussi extrêmement grande de l'architecture. C'est grâce à lui que nous avons été visiter les œuvres d'Alto, de Pietila, de Siza, de Corbusier et beaucoup d'autres. Et je pense que c'est ça qui m'a donné le virus de l'architecture et qui m'a permis, je pense, d'entrer un peu en relation avec cet art très particulier, très difficile d'accès lorsqu'on n'est pas architecte. Je ne dis pas du tout que j'y suis complètement arrivée, mais je constate que c'est difficile pour la philosophie de rencontrer l'architecture parce que ça renvoie à une culture qui n'est absolument pas, qui est d'ailleurs très peu présente dans les études en général et dans les références aussi. Et souvent l'architecture a été prise comme une métaphore d'un ordre, de l'ordre de la raison, d'un enchaînement de raisons. Mais voyez, l'apprendre dans sa résistance de la matière, dans ce qui la caractérise, c'est assez rare. Alors sur la question du rythme, là j'irai assez vite aussi parce que je me donne vraiment comme maximum de temps 8h moins quart pour dire ce que j'ai à dire et pour qu'on ait un peu le temps d'échanger. Donc encore une petite demi-heure maximum. C'est dans la tradition méditerranéenne occidentale Mattila Ghica qui s'est attachée à l'étude des rythmes dans les proportions architecturales et particulièrement à la proportion issue de la symétrie dynamique, donc il parle d'ailleurs symétrie dynamique pythagoricienne. Alors je vous renvoie à cet ouvrage pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou ceux qui s'intéressent à la question du rythme. C'est donc Ghica, Mattila, Essai sur le rythme, c'est un livre qui est paru en 1938 et qui est vraiment, en tout cas, permet de travailler très clairement cette question du point de vue de ce et qui vous parlera beaucoup plus des architectes qu'il ne m'a parlé, puisqu'il travaille beaucoup ce qu'est la symétrie dynamique pythagoricienne, qui découle de proportions irrationnelles et de rapports incommensurables. Et précisément, ce que Ghica souligne, c'est l'écart qui s'est opéré avec Vitruve, suivant lequel l'harmonie, en tant que rythmie, est un enchaînement de proportions mathématiques justes. Tout cet ouvrage de Ghica, il est basé sur cette question: qu'est-ce que ça fait lorsqu'il y a un enchaînement de proportions mathématiques qui sont fondées sur autre chose que sur des nombres entiers et des répétitions modulaires, plutôt que sur des récurrences dynamiques. Et Ghica travaille sur la question des dynamiques, des symétries dynamiques qu'il pense trouver justement dans la tradition et dans l'héritage pythagoricien. Donc il y a beaucoup de citations que je laisse, mais qui sont essentielles parce qu'elles parlent de la symétrie, elles parlent de la proportion, elles parlent de l'étalon de mesure, elles parlent du nombre, elles parlent de tout ce qui est la grande histoire, la grande culture de la discipline architecturale. Alors ce sens de la symétrie, encore présent chez Vitruve, explique Ghica, va être perdu à partir du XVIIe siècle, puisque le mot va signifier une répétition d'éléments identiques de part et d'autre d'un axe ou d'un plan de symétrie. Parce qu'en fait, il y a une symétrie pauvre, on pourrait dire, c'est la même chose d'un part et d'autre d'un axe ou d'un plan de symétrie, alors qu'il y aurait un autre type de symétrie possible. Alors Ghica nous aide à interroger comment Pythagore, en dépassant l'addition de nombres entiers, a ouvert un champ de séries dynamiques et qui sont précisément
amenant à penser des proportions qui ne sont pas quantifiables et qui ne sont pas ramenables à des modules de nombre entier. Et donc, il y a toute une démonstration qui est faite à ce propos, qui nous amène à se demander, et c'est en tout cas l'hypothèse qu'on faisait avec Michel Mange-Matin à propos de Le Corbusier, comment l'architecte s'est de nouveau intéressé au système de mesures géométriques et mathématiques, avec cette architecture, finalement, avec ces pionniers, on pourrait dire avec ces grands maîtres d'un nouveau mouvement de l'architecture, finalement, en reconnaissant la primauté de la liberté rythmique dans l'œuvre architecturale. Ainsi, par l'invention de son système de mesure, le modulor, qui associe module et nombre d'or, mais qui est un nombre, évidemment, comme vous savez, qui n'est pas entier, Le Corbusier s'inscrit dans la double tradition pythagoricienne et vitruvienne. Sa trouvaille, son invention, intègre le système modulaire rationnel de Vitruve à celui des proportions irrationnelles de Pythagore, tout en situant le corps de l'homme au fondement des grandeurs et proportions et au centre de l'espace architectural. Alors, de quel corps s'agit-il ? S'agit-il d'un corps en mouvement ? Alors, c'est là qu'il y a discussion. Alors, je sais que c'est très osé de ma part de parler de Le Corbusier, en particulier en face de grands connaisseurs et amateurs de Le Corbusier, mais moi je me demande, et nous le demandions avec Michel Mange-Matin, si en quête du rythme esthétique de ses œuvres, Le Corbusier n'était pas déchiré par la contradiction entre la recherche de composition ou morphologie libre et l'application de règles de mesure exactes et de proportions mathématiques. Et sa figuration de l'homme courant et sautant, apparue dans l'ultime phase de son œuvre, où son modulor se met à danser, finalement témoignerait peut-être de sa propre interprétation, de sa libération aussi, finalement, de contraintes, c'est-à-dire comment il était, à la fois il suivait des lois, mais en même temps comment il s'en échappait, comment il tentait de s'en échapper. Et je pense que toute l'œuvre artistique de Corbusier démontre qu'il a su s'en échapper tout en suivant des lois. Alors, cette question du rythme nous amène à poser la question lorsqu'on parle d'un rythme existentiel, de quoi parle-t-on ? Si ce n'est pas un rythme mathématique, si ce n'est pas en termes mathématiques qu'on va en parler, comment va-t-on parler du rythme ? Alors, il y a une réorientation absolument paradigmatique, je crois qu'on peut dire ça, en confrontant la pensée du rythme en architecture à sa portée existentielle. C'est sur les pas de Maldinet que nous avons fait toute une analyse, finalement une analyse d'œuvres architecturales comme le pavillon de Miss Van der Rohe à Barcelone, ou bien des œuvres d'Alto, ou bien la tourette de Le Corbusier, uniquement en travaillant sur cette idée d'un rythme qui serait existentiel. Non pas qu'il y a que cette façon d'aborder la question du rythme, bien entendu, mais c'est peut-être aussi une autre façon d'enrichir le regard sur la question du rythme. De telle sorte que ce rythme existentiel, il est incommensurable par rapport au chiffrage de la géométrie mathématique. Il est anexact, dit Michaud. Michaud parle de que c'est anexact. J'adore cette appellation, c'est anexact. De rimer à devant exact. Ouvrant ainsi à une résistance à ce qui serait finalement une explication trop raisonnable. Pour envisager plutôt un logos où la raison est beaucoup plus anexacte. Alors, cette liberté rythmique, finalement, qui renverrait à un rythme existentiel, il n'est pas facile d'en parler, il n'est pas facile de la décrire. Ce serait vrai qu'il serait intéressant d'avoir des images, ça demanderait beaucoup de temps. À l'occasion d'un ouvrage qui a été publié par l'ENS de Paris, justement Ulm, sur le rythme,
Vous m'avez demandé un texte, j'ai décrit de façon beaucoup plus précise cette question-là, et en se référant à des œuvres, en particulier une œuvre d'Alto et de Le Corbusier. Si je ne veux pas le faire, je vais simplement montrer les pistes un peu qui sont en jeu dans cette approche d'un rythme qui serait existentiel. Et évidemment, ce travail qui a été complètement ouvert par Maldiné dans toute son analyse des œuvres picturales et des œuvres architecturales. Alors, lorsqu'on essaie finalement de penser rythme existentiel, c'est en termes de contraste. Maldiné parle tout le temps de la référence yin-yang pour rendre compte de cette notion de contraste, de ce qui est en jeu. À savoir finalement un point d'inversion, yin-yang, il y a un point d'inversion dans la mutation d'opposés complémentaires. Yin et yang sont opposés, mais ils sont complémentaires. On passe de l'un à l'autre. C'est yin, c'est yang, c'est pas entre deux, de cette manière, et dans cette pensée. Et c'est dans cette pensée-là que je pense qu'il y a beaucoup, que le rythme de l'architecture a une grande puissance. Le rythme esthétique de l'architecture, de l'art architectural est extrêmement fort. Alors il y a beaucoup de contrastes. On peut les lister, on peut en lister un certain nombre, c'est loin d'être exhaustif la liste, mais voyez, vous la reconnaîtrez puisque celle qu'on emploie le plus souvent lorsqu'on veut rendre compte d'une esthétique architecturale et donc de la création architecturale, c'est le plein et le vide. Ça c'est un des premiers. Le dedans et le dehors, ou l'extériorité et l'intériorité. Souvent, je préfère d'ailleurs extériorité-intériorité, parce que ça renvoie justement à l'existence, puisque dedans-dehors. Mais dedans-dehors, c'est aussi très important. Proche, lointain, ouvert, fermé. Vous voyez, c'est des yin-yang quelque part. En tout cas, c'est des opposés complémentaires. Il n'y a pas une architecture qui ne se réfère pas à ces contrastes-là. Et finalement, d'un point de vue existentiel, on pourrait dire recueil et déploiement. Dès qu'une architecture est habitée, elle nous permet de nous recueillir ou de nous déployer. Cet amphithéâtre, il est fait pour qu'on se recueille autour d'une parole, d'une projection, autour de quelque chose qui est montré ou qui est dit. Et en même temps, elle permet aussi que les choses se déploient, qu'on ne soit pas dans une boîte, qu'on ne soit pas enfermé. Et comment ce recueil et déploiement est tout le temps là, c'est-à-dire se rassembler, et en même temps se déployer. Extrêmement important dans le rythme architectural. D'ailleurs, c'est la base du tai chi. Tous ceux qui font du tai chi savent que tout le temps il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui se recueille, quelque chose qui se déploie. Évidemment, c'est dans toute cette culture chinoise extrêmement forte qui a largement pensé cette notion-là. Et c'est dans l'articulation finalement des différents types de rythmes que l'architecture finalement est transrythmique. Alors nous avons développé un 3e cycle à l'école spéciale d'architecture qui s'appelle l'architecture des milieux. L'architecture des milieux, c'est parce que l'architecture, elle va traverser des milieux. Le propre de toute architecture, c'est de pouvoir rassembler des milieux et les faire coexister. C'est d'une certaine manière, comme le dit Le Clésio, rassembler des morceaux, voyez, et les faire et leur donner une forme littéraire, poétique. Dans l'architecture, ça sera rassembler des milieux, des éléments de milieu, et finalement faire une œuvre architecturale ou urbaine ou paysagère. Ainsi, dans le rythme architectural, sont transmutés, c'est Fernando Pessoa qui nous a donné l'idée de travailler sur la notion de transmutation, puisqu'il dit tout le temps que l'art transmue la vie en rythme. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que ça transmue en rythme. Et nous avons, avec Michel Mange-Matin, essayé de se demander, mais comment l'art architectural transmet en rythme la vie, de quelle est la matière de tout projet d'architecture. Et il est certain que ce rythme-là, il est transrythmique, puisqu'en fait, un projet d'architecture va travailler avec les rythmes alternants de la nature, qui sont soumis
régularité des variations cosmiques, telluriques, biologiques. Il y a le rythme des saisons, d'une régularité relative. D'accord, il y a l'hiver, le printemps, par exemple, dans les pays où il y a les saisons, les 4 saisons. Mais en même temps, évidemment, cette régularité est relative. Il y a le rythme des jours et des nuits, du lever et du coucher du soleil, les rythmes anthropologiques du cœur et du souffle, de la veille et du sommeil. Il y a les rituels qui sont rythmés aussi, les rituels collectifs ou individuels, répétés, réactivés de la vie sociale et individuelle. Il y a les rythmes esthétiques des spatialités et des spatio-temporalités urbaines et architecturales. C'est tous ces rythmes-là qui sont convoqués dans un projet d'architecture. Et aujourd'hui, où la question on peut dire de la question écologique révolutionne la façon d'enseigner et de penser l'architecture, pour moi, c'est absolument flagrant, puisque je suis rentrée dans les écoles d'architecture, et aujourd'hui, c'est absolument... je n'avais jamais assisté à des cartes, vous voyez, de savoir quelle est la flore, la faune, quels sont... C'est vraiment nouveau de retravailler avec les rythmes, vous voyez, de la vie, de façon aussi forte qu'on l'a aujourd'hui, comme une nouvelle obligation, dans l'art architectural, d'être capable de traiter toutes ces informations. Ainsi, dans la philosophie maldinéenne, qui est en résonance avec la pensée chinoise taoïste, selon laquelle tout est dans une dynamique de change totale et réciproque des opposés complémentaires, l'existence comme l'art sont pensés comme rythme. Donc toute création artistique est une création rythmique. C'est absolument la clé pour Maldiné. Ainsi, Maldiné passe de la forme en formation, et tout le temps, lui, il revient à Gestaltung, on est tout le temps au mot allemand, cette idée d'une forme en train, de tout le temps devenir forme, de se transformer. Henri Maldiné passe de la forme en formation au rythme et pense le comment de cette rencontre existentielle en son surgissement. Alors, il décrit par exemple, et c'est une description qui est la plus souvent citée quand on travaille sur Maldiné, il y a une rencontre qui a lieu cette année Cerisy que j'organise avec Olivier Frérot, qui est ingénieur urbaniste, qui avait dirigé l'agence d'urbanisme de Lyon pendant de nombreuses années, justement sur Maldiné. Et il est certain que cette question-là, de sa description de Sainte-Sophie à Istanbul, elle est absolument extraordinaire, parce que il va expliquer comment le regard s'élève du sol dans les puissantes surfaces du mur, passe avec elle dans les pendentifs, puis dans la coupole lumineuse, où il va rester en suspens vertigineusement, avant de redescendre avec les pendentifs, qui s'éprouvent alors non plus comme support, mais comme suspendus, et comme dit Maldiné, je le cite, et paraissant se prolonger dans un mouvement descendant jusqu'au sol. Et dans ces descriptions d'œuvres architecturales, il l'a fait aussi pour des églises romanes, peu, mais il l'a fait, à l'occasion d'une visite que vous aviez organisée. Il l'a fait pour des églises aussi en Amérique du Sud. Il l'a fait pour des galeries d'art. Il va analyser comment les murs deviennent le lieu de chiasme, le lieu de rencontre de forces ascendantes et descendantes. Donc en fait, il va travailler en termes justement d'énergie et de forces qui sont orientées. C'est des énergies orientées. Parce que ces énergies-là, vous voyez, elles s'élèvent ou elles descendent. Ça n'est pas statique. Et il va faire des descriptions extraordinaires. C'est pour ça qu'il a été appelé un peu partout, à l'occasion des grandes expositions qui pouvaient avoir lieu sur Cézanne et puis d'autres, sur précisément sa capacité à rendre compte du rythme d'une œuvre, du rythme esthétique d'une œuvre en termes existentiels. Dans une œuvre d'art, explique Maldiné, le rythme esthétique est tension, contraste et instant critique. Donc tout est en termes de tension, de contraste et d'instant critique, comme dans le yin-yang.
On passe de l'un à l'autre par contraste et par instant critique. C'est dynamique. Ça n'est jamais objectivable, c'est jamais maîtrisable. C'est, dit-il, une discontinuité liée de manière imprévisible. Quelque chose est là, comme par exemple Sainte-Sophie, c'est là, mais évidemment, la façon dont elle va être vécue, habitée, regardée, éprouvée, elle va donner lieu à une liaison d'un autre ordre, même s'il y a une liaison, vous voyez, qui traverse, qui perdure, qui est capable d'accueillir précisément ceux qui y viennent. De telle sorte que ce qui est présenté, c'est un processus de mutation. Alors je vais citer Maldiné à propos du rythme, parce qu'évidemment, je crois il faut toujours revenir à la source. Je pense que c'est une source d'inspiration importante. Actuellement, il y a au moins 5 thèses qui sont plus ou moins en cours plus ou moins en fin de travail, qui analysent les textes de Maldiné en rapport avec l'architecture, du point de vue du rythme, justement. Alors Maldiné donc dit, et vous trouverez ça aussi, bon c'est pas grave, donnez à quel endroit. S'il y a une publication, de toute façon je donnerai le texte et toutes les citations là qui sont là. Alors des touches opposées et pourtant nécessairement coprésentes, donc où on voit l'opposition et l'union se substituer intégralement l'une à l'autre. Ceci est la définition que donnent les Chinois. Au fond, un rythme n'est fait que de mutations. Ces mutations sont des substitutions réciproques et totales d'opposés. Comme pour les Chinois, tout ce qui peut être yin peut être yang, et qui n'existe que par ces contrastes surmontés à chaque fois. Alors, vous voyez que nous avons pris au sérieux cette pensée du rythme existentiel, pensant que pour prendre compte d'un édifice architectural, d'une rencontre avec un milieu, les mathématiques ne nous suffisaient pas. Elles livrent un secret de fabrique peut-être même, mais elles ne suffiront pas pour rendre compte de ce qui est en jeu dans cette rencontre corporelle avec un autre corps. Le corps existentiel avec le corps architectural. De telle sorte que cela nous a amené à élargir la conception classique suivant laquelle le rythme en architecture naîtrait seulement de l'art de la proportion dans l'ordre des grandeurs, pour interroger le rythme en termes de substitution, de réversibilité, de contraste. Et d'une certaine manière, à repenser les fameuses grandeurs et dimensions que sont la hauteur, la largeur et la longueur, la géométrie euclidienne, en termes de verticalité. La hauteur et la verticalité, c'est pas la même chose. La verticalité, elle nous donne à éprouver quelque chose entre la terre et la ciel, entre la terre et le ciel. C'est pas la même chose avec la hauteur. La hauteur, elle nous donne une mesure. Ça va être exact. Alors que la verticalité, évidemment, elle nous remet dans notre position, nous, d'humains, qui nous sommes dressés un jour sur terre, qui sont debout, un humain debout, entre terre et ciel. Nous avons travaillé aussi sur l'horizontalité. L'horizontalité, évidemment, l'horizon. L'horizon qui est présent dans toute architecture, dans tout projet urbain, dans tout projet paysager, et qui renvoie à bien autre chose qu'à la largeur. Vous voyez, on a 4 dimensions existentielles, on n'a pas 3. Il y a la verticalité, l'horizontalité, vous pouvez les deviner, hein. La frontalité, quelque chose qui nous fait front, qui s'oppose quelque part, et puis ce qu'on a appelé, nous, qu'on a inventé un mot, la profondité. C'est-à-dire cette idée que c'est l'expérience, vous voyez, de cette profondeur-là, qui est souvent, les architectes, par exemple, actuellement, je termine une monographie sur Maurice Sauzet. On a pour l'instant 500 pages, il faut que ça vienne à 250 ou 300 pages, donc l'enfer absolu. C'est évident que lui, il n'arrête pas de vouloir parler de l'épaisseur de ces bâtiments. Oui, l'épaisseur.
l'épaisseur de la traversée d'un bâtiment. Parce que, évidemment, cette question de la profondeur est tout à fait centrale. Donc, peut-être que je vais laisser tout ça et en terminer sur, finalement terminer pour être à l'heure, à moins quart, je me disais, il me reste 1 minute. En fait, le secret des secrets, je l'emprunte à Maldiné, ça vous étonnera pas. Et je pense lorsqu'il l'a dit, ça clarifie vraiment ce que, quand il appelle son livre « Ouvrir le rien », l'art nu, « Ouvrir le rien », à peu près 500 pages aussi, ça veut dire que c'est la quintessence de ses recherches. Parce que lui, Maldiné, c'est quelqu'un qui lisait le latin, le grec dans le texte, l'allemand dans le texte, qui était tout le temps dans sa bibliothèque avec ses livres, ses cours, quelques déplacements, quelques rapports avec les artistes, mais vraiment, fondamentalement, c'est un travail vraiment de philosophe qui travaille sur les textes, et qui travaille sur la question de l'art, finalement, et de la folie, je pense, d'existence, en fait, l'existence humaine. Et il dit, je me demande si, excusez-moi, il faut que je retrouve la citation. Je me demande si la question de l'architecture n'est pas perpétuellement celle de l'ouverture. Pas simplement de faire pénétrer le dehors dedans, mais ouverture en elle-même, par son rythme, un rythme ouvert. Et à l'occasion d'autres entretiens, il dit, mais si au fond le secret, c'était l'ouvert. Je pense que cette question-là, elle me parle beaucoup, pour moi qui travaille sur la question de l'architecture, ce rapport architecture et philosophie. Je pense que c'est comment est-ce qu'on ouvre une rencontre de l'homme avec l'univers, et c'est ça ce que François Guéry appelle configurer un monde, par exemple. Configurer un monde. Configuration d'un monde. Et ce monde, on le configure, on le métamorphose. Mais en même temps, c'est à chaque fois ouvrir quelque chose, et non comme une opération divine, démiurgique, exceptionnelle, qui aurait lieu au commencement des temps, et qui se serait arrêtée à jamais, mais comme la mise en demeure toujours critique pour l'homme d'exister, et donc pour advenir chaque jour, chaque minute, chaque seconde à l'existence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère. Je remercie les étudiants qui sont là parce qu'on m'a expliqué que c'est pas la bonne période, que j'aurais jamais dû accepter cette date. Moi, j'ai accepté de changer naïvement, mais comme d'habitude d'ailleurs, pensant, parce que j'avais pas intégré que c'était l'intersemestre, que c'est dans quelques jours des soutenances de PFE, etc. Mais je suis contente de voir que certains ont traversé les épreuves des calendriers. Qui vont nourrir certainement les projets à venir. Cyril, peut-être que tu veux réagir directement. Bonjour, il y a... Bonjour, Chris. Désolée, j'ai mis la main parce que je fais toujours des bêtises avec le matériel. Alors oui, il y a beaucoup de choses dans ce dont tu nous as parlé qui, moi, me parlent. La question de l'ouvert avec laquelle tu termines. Cette question, donc, Maldiné nous aide à aborder cette question qui nous intéresse, qui est sous-jacente. C'est un mot que tu n'as pas cité, enfin je suis arrivé un petit peu en retard, la question de l'espace. Oui. Bon, moi j'adore ce livre, Regard, Espace, Parole de Maldiné, qui est absolument magnifique. Oui. Regard, Parole, Espace. Je pense que Maldiné, il nous aide à justement, par rapport à beaucoup d'architectes, et pas seulement, qui trouvent que l'espace c'est un mot qui veut rien dire, et que c'est trop subjectif, et il nous donne les moyens de penser cette chose-là, qui n'est pas seulement une chose, qui est aussi liée à l'inconscient, qui est à la fois de l'objectif et du subjectif, et avec les choses dont tu as parlé, avec donc la question de l'illimité,
de l'ouvert, il nous met dans un espace dans lequel on est d'abord dans l'ouvert. On n'est pas dans du clos qu'il faut ouvrir, mais on est dans de l'ouvert qu'il va s'agir de limiter. Voilà, je pense que ça m'intéresse beaucoup. Ça a à voir avec, si on prend ces deux questions, parce que moi je fais un séminaire depuis 7 ans sur la question des limites, et la question toute simple que je pose à mes étudiants au début, c'est, vous prenez la Villa Savoie, vous prenez le pavillon de Barcelone, et dites-moi où est l'intérieur, où est l'extérieur. Partout, nulle part. Bon, c'est ces questions, et ça permet, cette question de l'ouvert et de l'illimité, de la limite, de la porosité, de reconsidérer des artistes aussi sur lesquels Maldinet a écrit formidablement. C'est Paul Klee qui dit Werk ist Weg, la voix c'est l'œuvre, l'œuvre c'est la voix, c'est le chemin. La question qui dit, contrairement à Kandinsky, qui ne fait magnifiquement que reprendre Euclide et nous dire qu'un point qui se déplace donne une ligne, qui se déplace donne un plan, qui ne fait que revisiter tout le système euclidien. Paul Klee, il aborde une chose, il dit une ligne, c'est un point libre en mouvement sur lequel agissent des forces. Donc toutes ces choses-là. Alors la question que j'aurais posée, c'est comment ces choses-là, aujourd'hui, dans les questions de la ville, ça nous permet de travailler des choses précises. Merci pour cette question, Cyril, parce que bon, moi je pense que j'ai quand même dit espace spatio-temporel plusieurs fois, et lorsqu'on a fait, parce que je pense que c'est central, et que je pense que tu as raison de souligner que Maldinet, c'est un mot-clé, l'espace. Et dans Territoire des philosophes, là où on a repris des philosophes du XXe siècle, puis d'ailleurs aussi d'autres époques, on a fait deux tomes à ce propos. Moi j'ai pris Maldinet l'espace, et j'ai vraiment choisi le mot espace pour mettre en priorité. Parce que c'est vrai, ça donne lieu à un débat d'ailleurs à l'occasion d'un jury d'HDR, et j'ai jamais eu la réponse, j'ai jamais pu la poser à Maldinet, parce que je ne sais pas y répondre moi-même. Lui, et moi je répétais, à savoir que dans la racine d'espace, il y a, dans spatium, il y a space, espoir. J'adorais cette hypothèse là. Hein, c'est que l'espoir, c'est quelque chose qui ouvre quelque chose, hein, qui ouvre un espace-temps, enfin qui ouvre. Et alors, à l'occasion donc de cette soutenance, ça avait été dit par une collègue, mais pas du tout, c'est pas du tout une racine, il n'y a pas space. Depuis, je ne sais pas, j'ai pas encore vérifié, il faudrait que je vérifie auprès de grands spécialistes ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, je pense que effectivement, dans toute l'approche esthétique de Maldinet, et esthétique au sens de aesthesis, c'est-à-dire ressentir, c'est ce qui nous met en mouvement, être à l'épreuve de, c'est être mis en mouvement au sens de quelque chose qui ne sera pas quelque chose d'arrêté. Et donc j'en ai donné quelques petits extraits, mais évidemment c'est beaucoup plus fort lorsqu'on va lire et on comprend vraiment de l'intérieur ce que ça veut dire, comme tu l'as d'ailleurs repris en évoquant par exemple Klee. Alors sur la question architecturale et urbaine, je pense que c'est très très important aujourd'hui parce que la question de il y a deux catégories d'ouvert. Il y aurait l'ouvert de l'étendue. L'étendue, c'est-à-dire ce qui est autour de nous, hein, qui serait même une étendue, voire cartésienne, dans le sens qu'elle serait homogène. Et puis l'ouvert, ce sera une façon de s'articuler au monde, quand même. Et lorsqu'il dit, par exemple, on dit, viens ici, viens dans l'ouvert, en citant par exemple Hölderlin, puisque Maldinet cite beaucoup, viens dans l'ouvert, l'ouvert il est mis à O majuscule, et c'est quelque part un ouvert qui ouvre le rien. C'est cette idée-là qui est très profonde dans toute la philosophie de Maldinet. C'est qu'en fait, nous sommes dans le chaos, la béance, le sans-fond, la peyronne, illimitée, mais que par contre, l'homme, et c'est dans ce sens, Maldinet est un de ces penseurs qui travaille complètement qui a pour postulat qui est pas nihiliste, voilà, c'est un anti-nihiliste. C'est pas le rien, on peut ouvrir le rien. Il n'y a pas rien, on peut ouvrir le rien.
Et que l'art ouvre. C'est ça, c'est ce qu'apporte Maldinet. Après, comment faire, c'est une autre histoire. Et lorsqu'il commente, par exemple, il a peu commenté l'architecture parce qu'il s'est plutôt consacré à la peinture. Il n'a pas pu faire plus, mais lorsqu'il en parle, il va montrer qu'est-ce qui s'ouvre là, comment ça s'ouvre, et comment l'homme, finalement, s'envisage au monde. Il s'envisage soi au monde. C'est-à-dire que pour lui, c'est toujours à l'avant de soi, plus avant. C'est-à-dire, c'est pas la perte de soi, c'est pas non plus le narcissisme où on se regarde soi-même. C'est profondément la rencontre, mais une rencontre qu'il faut ouvrir parce qu'elle ne peut pas avoir lieu. Donc la rencontre, elle est dans l'art, mais elle est aussi dans la rencontre de l'altérité. Il en parle moins souvent, mais l'ouverture chez Maldinet, c'est toujours l'ouverture des possibles. Voilà. On ouvre des possibles. Et donc pour moi, je pense que c'est une belle leçon de l'architecture, de se dire il y a ouverture de possibles. Quels possibles j'ouvre avec un projet architectural? Quels sont les possibles ouverts? Et ça, c'est une belle épreuve qui est faite à un projet, et aussi d'en débattre, parce que c'est pas, à un moment donné, ça ouvre ça, à un autre peut-être autre chose. Nous préparons actuellement dans le laboratoire Gerfo, un ouvrage collectif qui va s'appeler Recycler l'urbain, et qui regroupe donc un texte de l'agence de Colas d'ailleurs, un texte de Bauman, un texte de Morin, on attend le texte de Morin, d'Edgar Morin, je veux dire des gens de Paola Vigano, des gens très très différents sur recycler l'urbain. Parce que aujourd'hui l'urbain atteint un tel niveau de crise liée à la pollution, à la ségrégation, à l'uniformisation, qu'il faut réinventer quelque part la ville. Je pense que c'est central, et je pense que Maldinet fait partie de ceux qui nous aident en chemin à penser, à œuvrer, à résister autour de l'art et de la discipline architecturale, parce qu'elle porte quelque chose qui nous aide à habiter profondément. Ça, je pense. Et que je crois que le travail qu'il a fait au plus près de ce que c'est qu'exister nous permet de se dire, qu'est-ce qu'architecturer? Deux éléments qui me parlent, qui m'interpellent, si on peut dire, c'est la citation de Le Clésio, je la reprends, c'est rassembler des éléments épars pour reformer une beauté. Ça m'évoque très fortement le mythe d'Osiris, le mythe égyptien d'Osiris. Je sais pas si ça a été dit ou si ça a été formulé comme ça, mais c'est quelque chose quand même qui remonte à un mythe antique très ancien et qui est sur l'histoire de l'homme, de l'humanité. La deuxième chose, c'est ce qui m'a interpellé, c'est l'évocation du tai chi. En tant que praticien et enseignant, je suis tout à fait sensibilisé à ça. Et sur la question de l'ouvert, il y a, en tout cas dans cette pratique-là, qui peut peut-être être une métaphore ou on va dire de l'architecture peut-être, il n'y a pas d'ouverture sans fermeture. C'est-à-dire que c'est une alternance, donc le rythme, une alternance comme une vague de flux et de reflux, et avec des apogées. Donc en fait, c'est pas seulement plus, moins, c'est pas seulement noir, blanc, il y a un développement interne dans un sens qui va jusqu'à une apogée pour se dissoudre dans le mouvement contraire, et ainsi de suite. Et c'est infini. Oui. Voilà. Alors je sais pas pour Osiris, parce que c'est vrai que c'est une... Je trouve que faire ce rapprochement, ça lui donne aussi une grande force, parce que c'est vrai que tout ce rapport avec la vie et la mort qui est très fortement présente, et la renaissance aussi, la capacité de renaissance, qui est, je pense, dans la question du réenchantement, c'est renaître au monde à chaque fois dans une certaine façon d'être,
Je pense que c'est vrai dès qu'il y a ouverture de monde, dès qu'il y a art, d'une certaine manière, dès qu'il y a œuvre, ça, c'est une façon de renaître, de se régénérer profondément, comme on peut l'éprouver soi-même, d'ailleurs, profondément à cette occasion. Cette idée de régénération, de renaissance, qui est très présente dans les mythes. Alors, Maldini a beaucoup travaillé justement aussi cette question des mythes autour du végétal, par exemple, comment même la question du labyrinthe, enfin, toutes ces formes qui font que il y a quelque chose qui va se répéter, qui va revenir autrement, mais évidemment il y a un début, il y a une fin, par exemple pour ce qui est la vie, la naissance et la mort, comme là quand Anaximandre pose la question de comment les étangs apparaissent puis disparaissent. Mais cette idée de renaître, de se régénérer est très présente. Et ça, je trouve que c'est important. Je pense que dans la question de Le Clésio, dans sa façon dont il raconte une sorte de secret, comment il travaille, comment il essaie de travailler, il nous raconte aussi comment il y a acte de création littéraire. Et comment cet acte de création littéraire, elle n'est pas destructrice, ignorante du monde, de l'univers, mais au contraire, elle le recrée d'une certaine manière. C'est plutôt en termes de recréation. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant pour l'architecture, d'une certaine manière. Le paradoxe de la création, ça nous amène à penser la recréation. On recrée. Et je pense que l'ouverture d'un monde, c'est comment on recrée un monde à partir de ce qui est là, pas du déjà là, de l'existant, de l'héritage aussi, parce que nous sommes dans une suite, dans une longue chaîne de l'humanité, donc nous sommes des héritiers, pour le meilleur et pour le pire, comme quand on se marie. Et dans cet héritage-là, comment est-ce qu'on est capable aussi d'accueillir ce qui nous a précédés et quelque part de transmettre. Donc je trouve que c'est très intéressant, pour ça que je souhaitais à l'occasion de... J'adore le cycle qui a été mis en place à l'école ici, Secret de fabrique, je trouve que c'est formidable. Je regrette de ne pas pouvoir assister, je vais essayer de voir si je peux assister aux présentations, en tout cas j'avais pas pu dans les précédentes, parce que je trouve que cette idée de recréer est intéressante. Secret de fabrique, comment on fabrique, mais il y a une recréation dans la fabrique, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Alors, sur la question de l'ouvert, c'est sûr que il est toujours le fait qu'il se réfère vraiment lorsqu'il parle du rythme, et dans toutes ses œuvres dont il en parle, lorsqu'il parle de chefs-d'œuvre, de la peinture, pourtant il se réfère au yin-yang, à la mutation, des opposés complémentaires. C'est sûr que le dedans et le dehors, c'est pour ça que l'ouvert, c'est quelque chose d'autre que le dedans-dehors, c'est quelque chose évidemment qui est une façon d'être, finalement d'ouvrir, d'instaurer un monde, de créer un monde quelque part, d'ouvrir un monde dans quelque chose qui est le chaos, l'illimité, c'est ça plutôt qu'il a, et la fragilité de tout monde. C'est très, par exemple, Hannah Arendt travaille beaucoup cette question aussi là sur la question d'ouvrir un monde. Elle, on sait que l'œuvre de Hannah Arendt, elle est surtout autour du politique, la question politique. Comment le politique, l'espace public, l'espace du politique, va faire citer, va permettre aux hommes de délibérer, d'échanger et de faire citer. Et donc c'est le politique qui va permettre aux hommes de faire monde. Mais elle souligne aussi, et en particulier dans toutes ces conférences qu'elle a fait à propos des artistes, il y a beaucoup d'amis qui étaient de théâtre, par exemple dans Les Vies de l'Esprit, elle souligne tout ce qui est ce qu'elle appelle aussi ouvrir des mondes de façon pré-politique. Le pré-politique, ce qui est avant le politique. Et donc elle met l'art, elle met l'amour, c'est-à-dire comme quelque chose qui va permettre de traverser les déserts politiques et d'ouvrir un monde. Je trouve que ça c'est aussi extrêmement intéressant de voir que des auteurs qui travaillent sur la question on fait société parce qu'on fait un monde. On est capable d'instaurer un monde ensemble.
L'art en fait partie, l'amour, et puis le politique, c'est encore une autre salle, ce qu'elle appelle le pré. Je trouve que ça, c'est intéressant de voir qu'elle se réfère à ça, justement, comme un instant critique. Parce que ces situations sont des situations d'une puissance extrême. Ça met en évidence une force, quoi, une force interne quand ça a lieu. Hein, quand l'œuvre a lieu, quand l'amour entre des êtres a lieu, quand le politique a lieu aussi, au sens fort du terme. On a dit le politique, pas la politicienne, bien sûr. Merci pour ce soir. Il y avait un mot que vous avez utilisé qui moi j'ai beaucoup apprécié, et puis surtout je le mets en parallèle à une conférence qui se trouve que j'ai écoutée hier, c'est le mot milieu, à partir d'architecture transrythmique. Et hier j'assistais à une conférence sur la danse, et plus particulièrement sur un livre qui s'appelle Figure de l'attention, et on s'interrogeait sur le danseur, était-il transporteur d'un milieu? Et donc ça rejoint la question de toute cette dynamique. Et il y a aussi une autre chose, et les deux se rejoignent sur le niveau de l'existentiel, parce que vous avez parlé justement de rythme existentiel, c'est le rapport avec un livre qui vient de paraître de François Sching, 5 méditations sur la mort, que peut-être vous avez lu aussi et je trouve assez beau, et notamment sur la façon dont le déterminé émerge de l'indéterminé un petit peu, ce qui nous fait revoir la vie autrement. Et vous avez eu cette phrase, et c'est sur ça que j'aimerais en savoir peut-être un peu plus, parce que je trouve la phrase étonnante. Il y a visage dès qu'il y a détermination, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que là, c'est un raccourci un peu. Mais en même temps, oui, non, tout à fait. Que je pense que c'est vraiment au cœur de ce que j'essayais de dire ce soir, et je vous remercie de me donner l'occasion de parler de choses aussi difficiles, hein, parce que en fait, c'est vrai que c'est très abstrait d'une certaine manière. Comme vous l'avez souligné, s'il n'y a pas d'image, mais même au-delà de ça, c'est abstrait parce que c'est pas. Alors, il y a 3 choses, justement, pour revenir à la dernière. Cette question des milieux, pour moi, elle s'est imposée. Au départ, je travaillais beaucoup sur le rapport nature-culture. Elle s'est imposée dans la mesure où, au-delà de la notion de nature-culture, les milieux, Canguilhem, par exemple, philosophe Canguilhem en parle lorsqu'il veut parler de la vie, philosophie de la vie. Deleuze en parle lorsqu'il veut justement rendre compte de la situation qui fait qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, on est au milieu. Augustin Berg en parle en se référant aussi beaucoup avec la médiance et la mésologie. Le milieu nous, par exemple, dans le 3e cycle, on a créé l'école spéciale d'architecture, architecture des milieux, auquel je tiens beaucoup, beaucoup. C'est des milieux, c'est au sens les milieux de tout ordre, le milieu social, le milieu technique, le milieu naturel, le milieu existentiel aussi. C'est précisément cette question-là qui est importante. Et c'est vrai que, par exemple, cette méditation sur la mort, qui est donc pour la vie, parce que on m'a offert ce livre là à Noël, je trouve que je l'ai lu, c'est vrai qu'il se lit assez vite, et j'avais lu 5 méditations sur la beauté que j'avais beaucoup aimé, et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il reprenait quelques arguments de 5 méditations sur la beauté, et je trouve que c'est un magnifique livre dans la mesure où précisément cette culture chinoise et cette relation que fait François Sching entre l'Orient et l'Occident, comme essaie de le faire Maldiné. C'est un occidental qui essaie d'aller du côté de la Chine et un chinois qui va du côté de l'Occident. Précisément, nous amène à repenser cette question des milieux et de reposer des questions existentielles que sont le sentiment de beauté, comme la question de la mort, hein, qui sont des thèmes très romantiques et qui deviennent absolument centrales. Donc je trouve que là, c'est très important. Alors c'est vrai qu'un visage a des contours. Et lorsque s'envisager, avoir un visage, bon, moi j'aime beaucoup le travail de Lévinas. Je suis une fan de Lévinas, d'une certaine manière, où il analyse à quel point c'est l'autre qui me donne mon visage. C'est ça que j'aime chez Lévinas, cette idée que c'est l'amour de l'autre, l'attention de l'autre
c'est vraiment, c'est par l'autre que j'existe. C'est par l'autre que j'ai un visage, d'une certaine manière. C'est ce que j'aime beaucoup dans toute cette philosophie de Lévinas. Maldiné, lui, en fait, s'intéresse toujours à cette idée de comment est-ce qu'on s'envisage au monde et comment je m'envisage au monde, mais comment je m'envisage moi comme m'envisageant au monde. C'est-à-dire, c'était toujours cette idée que c'est à la fois une délimitation où il y a une forme, parce que en fait, cette idée de la corporéité est très présente chez Maldiné. Ce corps qui a cette capacité, comme dans la danse, quelque part, dont vous parlez, cette idée de traverser, justement, de dépasser, de se dépasser, d'être toujours en train de dépasser sa limite. Ça intéresse Maldiné, comment le regard, la main, la marche, comment notre corps nous permet de dépasser nos limites, beaucoup plus que la plante, qui a une capacité d'être en communication avec son milieu, mais comment nous, nos sens, nous permettent cette notion-là. Et donc, cette idée de la détermination, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a une limite aussi du visage qu'il y a visage. Si je supprime tous les contours, toutes les déterminations du visage, mon visage va disparaître en tant que visage. Donc le visage, c'est vraiment à la fois une forme qui est physique. Il y a d'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'artiste qui faisait des œuvres très troublantes, justement sur ce visage qui s'estompe. Jusqu'à quand est-ce qu'on reconnaît le visage humain? À partir de quel trait qui disparaît, il n'y a plus visage humain. Beaucoup d'artistes contemporains travaillent sur quelle est la limite de la forme humaine. Et c'est dans ce sens, pour moi, je trouve que la détermination, elle est à la fois physique, dans cette mobilité, dans cette transgression des limites, et elle est aussi extrêmement mentale. Et justement, là, il y a tout un cycle, je ne sais pas si c'est un rapport, celui dont vous parlez, mais je sais que il y a un chercheur associé au GERFO qui a associé le GERFO pour travailler à tout un cycle organisé par Bernard Stiegler sur l'écologie de l'attention, auquel il m'a demandé de participer. Et je trouve très intéressant le travail que mène Stiegler pour les architectes, d'une certaine manière, en parlant d'une écologie de l'attention. C'est-à-dire c'est pas simplement une écologie, vous voyez, qui va renvoyer à l'environnement et à des données environnementalistes, mais comment est-ce qu'on va être capable de résister à ce qui va être un parasitage tel et une destruction finalement de notre rapport, de notre être au fond, de notre existence. Donc l'écologie de l'attention, c'est la capacité finalement à se centrer sur quelque chose, et donc le recueil et le déploiement dont parle par exemple à partir de Maldiné est important. Et je trouve que cette idée d'écologie de l'attention est très importante en architecture. Parce que c'est vrai que tout le travail qui a été fait par Benjamin, Zimmel, tout ce travail très, très, très intéressant, montrer comment la grande ville modifie notre rapport, la distraction, l'attention. Mais le fait de se dire, voilà, quelle est l'écologie de l'attention aujourd'hui dans une culture des médias, du numérique, de la surstimulation. Et je pense que ça participe de cette idée toujours d'un milieu aussi, voilà, des milieux. On est dans de nouveaux milieux où la question de la révolution numérique est à l'œuvre, et donc elle nous ouvre d'autres possibles, et en même temps, comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler les morceaux quelque part, comment on va concentrer. Et dans ce sens, l'architecture, elle a le pouvoir, l'architecture qui part du corps architectural, elle a ce pouvoir d'accueillir des corps et des esprits, et d'une certaine manière de nous donner des limites, des mesures. C'est pour ça que ces mots de limite, mesure, espacement, tout ce qui est la base de tout projet, sont au cœur de toute pensée de l'existence. C'est pour ça qu'il y a une telle proximité entre l'architecture et la philosophie. Je pense. En tout cas, moi, j'en trouve une énorme. Encore une ou deux questions, trois questions de
Merci. Bonsoir. Vous avez parlé de rassembler, de regrouper, de déployer. Et dans ce thème du rythme, j'avais une phrase de Vincent Mangard, architecte, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit faire de l'architecture, ce n'est pas faire de la variété, mais c'est faire des variations. Et c'est quelque chose qui m'a énormément questionné. Et donc dans ce thème du rythme, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot de variation. Et pour moi, et dans la continuité historique et dans la réinvention permanente des formes, ce thème de la variation est extrêmement plaisant. Donc je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous expliquez, et c'est sûr que ça en fait partie. Je vois par exemple, moi je travaille beaucoup avec un architecte ami que je trouve génial, qui s'appelle Frédéric Bonnet, et lui il parle tout le temps du motif. Et le motif, c'est quelque chose qui va se répéter, mais qui en même temps est une variation. Et c'est la fameuse ritournelle aussi de Deleuze, aussi, cette fameuse quelque chose qui va se répéter, mais qui n'est pas le même, quoi. Et donc, je pense que dans le motif qui se répète, la variation est essentielle. Et je crois que si on prend au sérieux est-ce que l'architecture nous demande de prendre au sérieux? Est-ce que je pense aujourd'hui, on retrouve fortement, qu'on a toujours trouvé depuis la longue tradition de l'architecture, c'est-à-dire qu'un édifice, il a un espace-temps, il est situé quelque part, il a un site, on disait, il a un milieu. Quelque part, c'est même un peu aberrant de séparer un édifice de son milieu, d'où il est né, où il se développe, comment il se développe, etc. Eh bien, il va y avoir des motifs qui vont se répéter, mais suivant, il y aura des variations dans le motif aussi. Donc, je pense qu'effectivement, ce rapport-là, il est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, je constate que cette notion de ce motif là, qui va se répéter et varier, le fait qu'il... Comme si, Luigi Snozzi dit aussi, il n'y a rien à inventer, tout à réinventer. Oui. Et justement, pour moi, l'acte de création résidait en partie, de manière majeure, dans le fait d'être capable de faire des variations. Donc, Ah oui, non, mais moi je peux tout à fait, je trouve très intéressant cette hypothèse. Vous avez toute une vie et une œuvre pour le démontrer. Ouais. Cela étant, je trouve que Luigi Snozzi a raison en disant que, et en même temps, je pense que réinventer, c'est inventer. Merci. Oui, encore une question, reformulant peut-être plus précisément pour être... Disons qu'il y a deux choses quand on parle d'architecture en général. On est tous là baignés dans un bain formidable avec des citations, la philosophie nous fait réfléchir. Et puis il y a, après, essayer de voir, d'être, je veux dire, bêtement, pas pragmatique, mais de voir le côté actif de la philosophie, c'est-à-dire où là, contrairement à ce que tu as dit, je pense qu'il y a une proximité énorme entre l'architecture et la philosophie, parce que dans les deux, il y a une fabrication intellectuelle qui doit se manifester, qui est une affirmation. La question du projet, c'est une affirmation, c'est pas un projet anticipé, c'est un acte de fabrication. Donc, je crois à la question, je soumettrai la question de l'illimité nous donne les moyens de justement arriver à rassembler cette question que tout dans notre contexte contemporain cherche à écarter, c'est-à-dire d'un côté, si on prend deux notions très générales, l'architecture et l'urbanisme, c'est-à-dire la fabrication urbaine d'un côté, où toutes les normes, tous les pouvoirs en place nous cherchent à dire que les architectes sont irresponsables et ne sont pas capables de faire la ville. Et puis d'un autre côté, l'objet architectural sur lequel on demande des grandes signatures pour... Voilà. Donc cette question, dire
on est d'abord dans l'illimité, et justement, c'est notre responsabilité, notre acte conscient, et donc là, évidemment, c'est Spinoza qui est une des références. Notre responsabilité, elle est d'établir des limites, et que ces limites sont avec notre moyen, qui est l'architecture. Nous ne sommes pas urbanistes, mais qui est de faire de la ville. Voilà. Je pense que là, on a, avec des gens comme Maldinet, et aussi avec Deleuze, la question du lisse et du strié, de la déterritorialisation, et d'être toujours au milieu d'eux, tout en sachant que le milieu nous entoure. Chez Louis Kahn, le in-between, c'est-à-dire que le milieu, le in-between, du between, c'est question d'être toujours au milieu, mais en même temps, ce milieu nous entoure. Tout ce paradoxe, donc c'est des choses qui sont très intéressantes et qui nous permettent de rapprocher ces deux choses que tout cherche à écarter. Et si je reprendrais alors un texte de Jacques Gubler qui s'appelle Motion-émotion, sur la question du parcours, il dit, un texte écrit dans les années 80, il dit, aujourd'hui, il y a deux architectes qui ont, après avoir fait tout un parcours, en parlant du parcours chez Kant, chez la promenade architecturale, etc., il dit, il y a deux architectes qui ont une intuition pédestre, qui ont une sensibilité au territoire par les pieds. Ces deux architectes étant Alvaro Siza et Luigi Snoddy, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de justement reprendre cette chose qu'il y avait chez Le Corbusier, c'est qu'il n'y a absolument pas de différence entre l'architecture et l'urbanisme. Ils le disent chacun par leur architecture. Ils font la ville avec de l'architecture. Et ça, c'est très difficile. Et je pense que travailler dans l'illimité et être conscient que toujours il y a des limites dont on est responsable, mais qui ne sont pas celles des normes et de ce qu'on appelle a priori la ville, c'est important. Et je pense que ces éléments... voilà, qu'en penses-tu ? On arrive à la fin, c'est très vaste comme commentaire et surtout c'est toute une... Non mais ce rapport, comment les architectes sont confrontés à la question urbaine et comment ils s'occupent de la ville, ça c'est certain. Et que maintenant plus personne ne va le remettre vraiment en question, même si dans les faits, c'est dans les formations, dans toutes les écoles d'architecture, il y a cette double formation. Le Grand Prix d'urbanisme peut être gagné par des architectes, etc., etc. Donc moi, je pense rapport ville-architecture est central. Tu as raison d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de dire que l'architecte est cantonné à l'édifice. Par contre, la façon dont il fera la ville sera peut-être autre. Et s'il le fait autrement en termes de mesures, de limites, d'espacement, de soucis, de l'exister, serait formidable. Après... Juste un mot sur la question du projet. C'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus. Je pense que c'est tout à fait important. Mais j'aurais envie de dire, quand on dit secret de fabrique, c'est vrai que pour l'architecture, il y aurait le projet et le chantier. C'est-à-dire que je vois pendant des années, moi je travaillais sur le projet et j'étais le petit soldat aussi, disons... attendez, c'est le cœur de notre formation, et je continue à le penser. Je pense que c'est le cœur de notre formation. Par contre, c'est aussi en travaillant avec Benoît Goetz que ce rapport au faire, qui est le chantier, je pense que c'est important d'équilibrer, c'est-à-dire qu'il y a le projet et le chantier, c'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre, bien entendu, mais c'est vrai que c'est fondamental de se concentrer, et dans Secret de fabrique, au fond, on veut dire projet, chantier... même combat, le combat de l'ouvert. Merci beaucoup.